Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes. Bonjour à tous, l'artiste que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui est metteur en scène, mais pas seulement, il est également comédien, mais avant tout, moi j'aime bien l'appeler globe-trotter. C'est vrai qu'il a une imagination féconde. Éric Bouvron, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Arsène Radio. J'avais envie de vous mettre ce son qui vous dit bien évidemment quelque chose. Le grand Maurice Jarre, Laurence d'Arabie, 62. J'ai été bercée par ce son. Il vous inspire quoi ? Les grands espaces, Oui. le rêve, la nostalgie. Moi étant né en Égypte déjà, de mère grecque. Alexandrie. Oui, père français, grandi en Afrique du Sud. Il y a quelque chose, il y a cette petite nostalgie, surtout avec l'âge, que te attire vers ces mondes qu'on connaît si peu. Et néanmoins, on a envie d'apprendre et connaître mieux. Alors, il paraît, vous me confirmerez ou pas d'ailleurs, que c'est en voyageant dans les pays concernés par les personnages incarnés que vous vous imprégnez avant de réaliser une pièce ou un spectacle. Est-ce que c'est vrai ? Pour moi, je ne fais pas le théâtre pour juste faire le théâtre, par exemple. Oui. J'ai besoin de théâtre pour raconter des histoires qui me touchent. Des choses que j'ai envie de partager. Pas nécessairement dire, mais juste partager, parce que il y a ce besoin. On est tous des gens qui ont besoin de raconter des histoires, et j'aime raconter des histoires intenses. Et donc, comment mieux de parler d'un peuple, d'un pays, après avoir voyagé là-bas. Et c'est ça que j'ai besoin de faire. Aller m'incarner, m'imprégner des peuples, le paysage, l'ambiance, les énergies, parce que chaque pays a une énergie. Bercé avec une histoire, que ce soit rempli de couleurs, d'odeurs. Et pour moi, c'est ça le défi, comment me nourrir de tout ça. Et après, je suis qu'un filtre de transmettre et créer une histoire. Un peu comme un messager. Ah oui, pourquoi pas. Alors, dites-moi, comment est née votre passion, Éric Bouvron ? Je pense que depuis que j'avais 6 ans, j'avais envie de monter sur les planches. Mon prof d'école, parce que moi je pense toutes naissent avec les bons enseignants, m'a donné un petit poème sur une poire. Oui. J'ai monté sur scène, j'ai entendu les applaudissements, j'ai dit c'est ça, je veux rester. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai jamais quitté ce besoin de créer, d'utiliser l'imaginaire, mon corps, un peu l'esprit pour créer. Et avec le temps, ça change. Plus jeune, c'est égoïste. Tu veux réussir. J'ai rêvé d'être le prochain James Bond, par exemple. Mais ça, c'est raté, ça, c'est sûr. Mais sinon, c'était juste... voilà. Et maintenant, avec l'âge, tu as envie de plonger justement dans ce petite transmission, ce partage, les couleurs. Donc, c'est une phase transitionnelle pour moi également. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous disiez que vous ne faites pas du théâtre pour faire du théâtre. Et effectivement, on parlera bien évidemment de Laurence d'Arabie, qui se joue actuellement au théâtre 13e art, c'est ça. D'ailleurs, vous allez déménager bientôt. Oui. Ça aussi, on en parlera. C'est au gymnase, théâtre des gymnases. Au théâtre des gymnases. Vous ne faites pas du théâtre pour faire du théâtre, et effectivement, moi en tout cas je l'ai ressenti, puisque d'abord j'ai découvert votre pièce Laurence d'Arabie lors du Festival d'Avignon, et ensuite parce que chaque pièce est imprégnée, un peu comme vous le dites, de l'atmosphère. Je me suis dit, on va changer de décor, on va aller au théâtre du 13e art et ce sera différent. Et effectivement, c'est complètement différent. Comment est-ce que vous faites pour emmener le spectateur vers un ailleurs ? C'est-à-dire qu'on n'est plus au théâtre, on voyage. Parce que je fais confiance aux spectateurs. Le rituel de se rencontrer au théâtre, ce n'est pas... le spectateur paye pour regarder. Il vient pour participer. C'est comme ça que je le vois. On vient de partager ce moment. Quand il y a un conteur qui raconte l'histoire, c'est en face de celui qui écoute. Et comment il réagit, ça va décider comment je le raconte. Là, je suis en face de toi et on parle
Même tes expressions m'inspirent mes prochains mots. C'est ça qui est magnifique dans le théâtre quelque part. C'est ce rituel de proximité qui est chaque soir, et je suis très veillant sur ça. J'essaie de créer d'une manière de laisser mes comédiens être libres pour que chaque soir c'est différent, bien cadré dans une même histoire, mais une grande liberté pour que ce soit toujours unique chaque soir pour le spectateur. Vous disiez lors d'une interview, parce que j'ai un peu cherché avant de venir vous voir, j'ai même regardé à nouveau une partie de Laurence d'Arabie. Moi aussi, je m'imprègne lorsque je reçois mon invité. Et je voulais savoir comment est-ce que vous arrivez à Vous avez une imagination incroyable, ça on le sait, par rapport déjà à votre parcours, par rapport à tout ce que vous avez fait, mais comment est-ce que vous embarquez les comédiens avec vous ? C'est un processus d'abord par un respect et une admiration pour eux. Je ne suis pas celui qui arrive et qui sait tout. Oui. Je suis celui qui arrive pour dire comment on va faire ensemble. J'aime donner cette image que je ne suis pas un jardinier où je mets des grains pour pousser des fleurs comme je le veux. J'aime me voir comme un jardinier où j'invite d'autres jardiniers qu'on fasse un jardin ensemble. Et c'est ce processus où on essaye, on rate, on recommence, on tente encore. Et même prochain spectacle, c'est pas le mot perfectionner, mais on améliore chaque fois. On veille que les mauvaises herbes n'étranglent pas les autres. Oui. C'est ça le mot, étrangler, oui, qui écrase les autres. Donc c'est un jardinage, voilà. C'est ça, si on prend comme métaphore. Et j'aime m'entourer avec des jardiniers que, comme j'ai dit, j'admire, que j'ai envie de les amener plus loin, et que eux surtout m'amènent aussi très très loin. Ah, c'est vrai que c'est un travail commun, c'est un travail de proximité également, parce qu'il faut partager, il faut travailler ensemble pour que le résultat soit bon et qu'il puisse également se voir sur scène. On va parler du chameau, par exemple. Alors, ceux qui sont déjà venus sauront de quoi je parle. Bah, les autres vont devoir venir vous voir. Vous n'avez pas besoin, en fait, de grands décors parce que l'imaginaire est là. Et on s'y plonge. Moi, ce personnage, alors je ne vais pas tout divulguer, bien évidemment, mais ce personnage, ce n'était plus un personnage, c'était un chameau. Ça se travaille comment, tout cela ? Comme j'ai dit, on fait confiance aux spectateurs. Ce qui est intéressant avec l'équipe, pendant la période de la création, on dit, bon, il y a un chameau. Comment on va le faire ? Parce qu'il n'y avait pas de chameau, hein. On le dit aux spectateurs, il n'y avait pas de chameau sur scène. Oui. Mais il y en avait un quand même, en tout cas l'illusion était parfaite. C'est ça, parce que c'est notre travail dans le théâtre, contrairement au cinéma ou contrairement dans un livre. Notre travail sur le théâtre, on est limité par un cadre, on est limité par un espace, et il nous oblige de réinventer des codes, des outils, des clés pour que le spectateur puisse les voir. Donc nous, on passe à la recherche de ça. Et finalement, un auteur, c'est avec les mots, le metteur en scène, c'est avec la musique, le visuel, les comédiens et les mots. Donc on utilise tout ça pour évoquer. Et si le comédien ou la comédienne croit, et elle ou il se voit étant, le spectateur, il n'y aura pas de souci. Ça, je le confirme. Tu vois, c'est ça qui est magnifique. C'est ça la magie, ce que j'appelle. Ça, c'est la magie pour moi. Le vrai magie, c'est quand ça apparaît. Mais comment est-ce possible ? Je l'ai vu. Oui. Pareil, dans Les Cavaliers, j'ai fait un cheval. On a vu le cheval, mais il n'est pas là. Et on l'a vu de toutes ses splendeurs. Et c'est ça que j'aspire vers, parce que c'est la magie. Et c'est ça le génie du théâtre, j'ai envie de vous dire, avec un décor très basique. On est sous les tentes, on est dans le sable, on a le son. Et puis il y a évidemment cette jeune fille avec une voix merveilleuse qui donne du relief à cette pièce. Vous avez fait ce choix d'ailleurs d'avoir cette musique qui vient saccader de temps en temps certaines scènes pour donner un peu plus de volume, un peu plus de réalité. Comment ça s'est fait tout cela ? Cécile avec sa voix, Raphaël au violon et Julien qui fait multi-instruments, ils ont composé la musique pour le spectacle déjà. Et pour moi, la musique, c'est l'art de tous les arts. Ça veut dire c'est le roi pour moi, ou la reine, comme on peut. Oui. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas lié à l'intellect, c'est lié à la vibration, des sensations. Et c'est pour ça, c'est que la musique qui peut nous provoquer ce sentiment de grands espaces, de volume ou de l'intimité. Et c'est ça la force de la musique. Après, quand tu amènes la parole
ou l'intellect, ce que j'appelle l'histoire lui-même, l'image, on le sublime grâce à cette musique. Oui. Et donc, j'avais ce luxe avec les artistes en plateau de travailler avec les musiciens en direct, live, et tout le monde travaille ensemble, que ce soit organique dans le processus. Vous êtes né en Égypte, hein, vous avez grandi également en Afrique du Sud, et vous êtes de parents mixtes également. Enfin, tout cela, j'ai l'impression, donne du mystère, vous y mettez un peu de vos racines, de vos voyages, de vos rencontres, de votre expérience dans le théâtre, un peu comme si le théâtre devenait du cinéma. Premièrement, le besoin de voyager, de découvrir les espaces est venu quand j'ai travaillé au Théâtre National en Afrique du Sud. Oui. Très jeune, j'ai eu la chance d'avoir une position privilégiée. Et je travaillais, et on faisait des spectacles sur l'écologie, sur les tortues qui venaient pondre leurs œufs sur la côte qui était protégée. Et on créait sur la plage, dans un hutte, au bord de l'eau. Et cette sensation de créer dans la nature m'a marqué à vie. Et c'est comme ça que je crée toujours. C'est pour ça que j'ai besoin d'aller dans des pays pour m'imprégner. C'est pour ça que j'ai besoin de travailler dans la nature également. Donc c'est ce besoin d'être, comme je dis, dans quelque chose de très terrestre pour partir dans l'imaginaire. Vous ne faites pas le contraire? Les deux aussi. Ça peut arriver. Mais il faut que je travaille. Des fois, pour moi, même créer dans un théâtre, ça me bloque. Parce qu'on est déjà dans la phase de la représentation. Tandis que des fois, quand je répétais moi-même, des fois, mes propres textes, quand je répétais, j'allais dans la forêt pour parler aux arbres. Parce que il y a quelque chose vivant et la terre, dans les grandes villes, on est dans le béton. Donc, c'est la matière morte. Tandis que la nature, quelque part, personnellement, j'ai besoin, venant de la brousse, quelque part. Oui, c'est ça. Éric Bouvron, dites-moi, votre première inspiration, est-ce que c'est la nature, c'est les voyages? À quel moment vous avez cette petite graine qui arrive dans votre esprit? J'aime bien le mot graine parce que je dis souvent, comment tu es arrivé de faire un tel spectacle? Pourquoi? Je n'ai pas vraiment la réponse. C'est un cheminement. Je crois beaucoup à les rencontres dans la vie. C'est pour ça, à l'école, c'est tellement, tellement important, les profs qui ouvrent les portes pour les enfants. Parce que ce sont eux qui vont planter les premières graines. Et pareil pour moi, avec dans le spectacle, quand j'avais fait les Bushmen au sud de l'Afrique, j'ai rencontré des Canadiennes qui me parlaient des Inuits. J'ai dit non, le froid, ça ne m'intéresse pas. Mais ils ont planté la graine. Et avec le temps, cette graine pousse. Et c'est l'inconscient qui travaille. Et finalement, j'ai fait une création sur la banquise, en parlant des Inuits. Et ensuite, je me dis, une chose a amené à l'autre, qui m'a amené vers l'Afghanistan. C'est toujours des graines qui poussent. Et quand j'ai fini Cavalier, j'ai vu une cassette sur Laurence d'Arabie. J'ai dit, ça serait génial sur scène. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi, tu ne vas pas faire ça. C'est un film, c'est juste pour le défi, il n'y a pas d'intérêt. Mais après avoir travaillé sur Zorba, de Kazantzakis, il y avait la graine de l'Empire ottoman. J'ai dit, mais je ne connais pas ce point-là, je ne connais pas ce peuple, je ne connais pas pourquoi en Grèce, ma famille n'aime pas les Turcs, mais qui sont ces peuples turcs? Tout le monde parle de l'Istanbul qui est tellement magnifique. Il faut que je comprenne, il faut que je découvre qui sont les Arabes. Et moi qui ne connaissais pas. Donc, je me suis permis de plonger grâce à Laurence. Tu vois, la graine a poussé et poussé. Et finalement, c'est presque... Ce n'est pas moi qui ai écrit, ni pas moi qui ai décidé, c'est les graines. Mais les graines, elles arrivent quand même grâce à votre curiosité, parce que vous êtes à la base très curieux. J'ai lu un peu votre biographie, effectivement, vous avez envie de découvrir, vous aimez cet arbre qui se cache derrière la forêt. Enfin, vous êtes toujours dans ce besoin d'aller chercher derrière les choses. C'est l'enfance, je dis toujours. J'ai jamais perdu mon esprit d'enfant. J'adore toujours aussi me récompenser si j'ai bien travaillé avec un bon petit film ou quelque chose de dire, bon, aujourd'hui, tu mérites ceci. Parce que c'est ça, moi, quand j'étais petit, j'adorais jouer avec l'imaginaire. Avec un bout de bois, je faisais tout un monde avec les châteaux, les soldats. Quand il y avait les Coupes du Monde en Afrique du Sud, on n'avait pas accès à ça. C'était interdit quand j'étais petit parce qu'il y avait un boycott. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon frère et moi, à l'école, pendant que je n'ai pas fait mes cours de maths, j'étais en train de préparer,
les matchs que je vais jouer à la maison, Uruguay contre Brésil, l'Angleterre contre la France. Et l'après-midi, avec mon frère, on mettait des petits poteaux contre le mur et on refaisait le Coupe du Monde. Génial. Et moi, j'ai joué l'attaquant Rossi et tout ça, et mon frère qui sauvait les balles. C'était ça, rester dans l'enfance. C'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui stimule, en tout cas, son imaginaire et sa créativité, parce que c'est vrai que ça, malheureusement, à l'école, on nous l'apprend pas beaucoup. Oui. Et c'est ce que je déplore. C'est un autre sujet. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas là pour parler de l'éducation Mais nationale. non. Mais c'est vrai que j'aime cette idée de stimuler l'imagination des enfants, parce qu'elle est débordante et parce que l'enfant y croit. Et lorsqu'on croit à son imaginaire, à son imagination, on fait des choses magnifiques. Mais pardon, justement, pour te donner un exemple à quel point l'imaginaire a une puissance fantastique. Quand je suis venu en France, je ne trouvais pas de travail et on m'a engagé pour enseigner dans une petite école primaire. Et je voulais travailler la voix des enfants. Donc, je fais A, E, I, O, U. Et quand ils ont une semaine d'apprendre, je reviens, tous les enfants faisaient bien, mais sauf un. Et ils n'arrivaient pas à dire les O, I, A, I, O. Et la prof s'est mise en colère parce qu'il a dû le savoir. Je dis non, madame. Alors j'ai pris le gamin, je lui ai dit, tu vois un grand arbre, tu fais ah, quelqu'un te donne un pied au cul, oh, ça fait mal. Il a tout fait, juste avec l'imaginaire parce qu'il a associé ça avec l'imaginaire. Vous voyez, donc c'est un bon conseil si tu veux apprendre les maths. Les maths, je crois que c'est trop tard pour moi. Alors, vous aviez une compagnie qui s'appelait, et c'est déjà très prémonitoire parce que dès que je l'ai lu, j'ai lu ce nom, j'ai dit, mais ça ne pouvait être que quelque chose qui allait, en tout cas, aller vers quelque chose de passionnant. C'était les passionnés du rêve. En réalité, j'ai de la chance d'être associé avec 4 groupes. Oui. Avec ma femme Elisabeth, on a Barefoot, pieds nus, venant d'Afrique les deux. Oui. Et il y a les passionnés de rêve avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui essaient de défendre et protéger des spectacles. Je travaille avec la structure Atelier Théâtre Actuel, qui ont toujours soutenu mes projets, qui ont cru en moi, et ça c'était important parce qu'ils ont le poids. Et on a monté une autre association qui s'appelle Rire 78 dans les Yvelines, qui était d'amener d'humour, finalement, des musiques et des ateliers dans les hôpitaux, dans des lieux qui n'ont pas de théâtre, dans les maisons de retraite et même aussi dans les écoles. Donc, organiquement, c'est venu naturellement. Je dis la même chose en réalité, mais c'est ça, c'est devenu naturellement les choses. Et donc, j'ai cette chance, et comme je dis toujours, le privilège pour ça. Alors, on va parler, Éric Bouvron, bien évidemment, de Laurence d'Arabie, puisque c'est l'actualité. Oui. Moi, alors, on demande très souvent aux journalistes et puis aux intervieweurs d'être, comment on peut dire ça, assez neutre. J'ai pas envie d'être neutre. Go. Voilà. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que, d'abord, vous avez stimulé mon imaginaire. On en a parlé tout à l'heure. Mais c'est une aventure merveilleuse avec très peu de choses sur scène. Et aujourd'hui, on le sait, les techniques sont telles qu'on a tout sur scène. Vous avez enlevé du décor et vous avez rajouté du rêve. Joli. C'est vrai, non, mais c'est en tout cas, si je suis venue voir ce spectacle 2 fois, c'est également pour ça. Et ça n'a pas été la même chose les 2 fois. C'est-à-dire que c'était le même spectacle, mais qui était complètement différent. Alors, parce que vous l'avez dit un peu, mais comment est né ce spectacle-là ? Donc vous sortez du spectacle Les Cavaliers, c'est ça ? Et puis vous enchaînez avec Laurence d'Arabie. Comment ça se crée tout ça ? Je remercie Joseph Kessel. D'abord, mon ami Thibaut Dignière qui m'a introduit le livre de Kessel. Mm-hmm. J'ai jamais pensé d'adapter un œuvre de presque 700 pages. Heureusement, j'étais naïf. J'espère que je suis toujours. Parce que la naïveté te permet de faire des choses qui te surprennent. Mais et une fois que Kessel m'a donné cette envie des grands espaces, et après que j'ai travaillé Marco Polo et Zorba qui ont suivi derrière, je me suis dit que voilà, cette petite graine de Laurence qui poussait, j'étais prêt de plonger. C'était pas pour faire une épopée, c'est juste que l'histoire est devenue une épopée. Moi, je voulais juste découvrir un peu plus à travers cette Laurence. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme, à peine 28 ans, qui devient un héros pour son
propre pays. Et soudain, il devient même un prophète quasi pour les Arabes pour lesquels il se bat pour leur cause et pour découvrir que tout est basé sur des trahisons, des mensonges. Comment il réagit? Et je me suis dit, soit il se laisse tomber, et voilà, ce n'est pas une histoire, ou soit il essaye de trouver une manière de se relever, de faire face à ça. Comment? Et moi, je n'avais pas la réponse. Je me laissais que le personnage, Laurence, part avec ça. Et avec Benjamin Penamari, avec qui je coécris, on a cherché de voir, de imaginer si nous, on se trouvait même dans cette position, nourris par des vrais faits, mais on favorisait beaucoup plus le chemin humain, universel de ce Laurence. Et c'est comme ça, et le voyage, le chameau dans le désert, il a commencé. Et c'est vrai que maintenant que vous parlez de cette étape, moi, au-delà du fait historique, parce que c'est un fait historique, ça tout le monde le sait, sur la révolte arabe qui va entraîner la chute de l'Empire ottoman, il y a une histoire humaine, il y a une histoire d'amitié, il y a de l'amour, il y a l'enfance de Laurence d'Arabie. Est-ce qu'il faut tout lire, il faut se renseigner, se documenter? Est-ce qu'il y a un grand travail en amont? Oui, il y a avec Elisabeth, on était, comme j'ai dit, j'ai besoin de voyager. Je suis parti en Jordanie. J'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont permis de connaître leur point de vue sur Laurence d'Arabie, plutôt de Laurence, Thomas Edward. La révolte arabe. J'ai de la chance de rencontrer un réalisateur qui était commandé par le roi de Jordanie de monter un documentaire pour les 100 ans de la révolte arabe. Et il m'a donné tous les documents là-dessus. Mais après, il ne faut pas oublier, je ne suis pas là pour faire un documentaire. Et même que j'étais souvent même critiqué par des historiens, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Eux, ils sont spécialistes. Et il ne faut pas oublier que leur spécialité est basée sur des dates et par des dates, pas qu'on mange, hein, mais les dates. mais les dates. Ne pas confondre avec les autres dates. Mais par rapport à ceux qu'ils ont lu sur quelqu'un qui a leur point de vue aussi. Il y a des questionnements. Laurence, des fois, on dit qu'il était un imposteur, d'autres un traître, d'autres un héros, d'autres juste un mythe. Un agent secret également. Il y a toujours des points de vue historiques. Bon, le plus important pour moi, c'est de laisser cet imaginaire filtrer pour raconter une histoire qui peut toucher, divertir, faire voyager le public aujourd'hui. Si on veut apprendre plus, ça, c'est le cheminement que, merci, je peux vous dire, d'aller plus loin pour découvrir, parce que c'est tellement complexe le monde arabe. Les tribus que le prince Faisal devrait gérer pendant cette révolte arabe, la révolte arabe n'a pas marché du tout, le fait qu'ils se sont battus, les Français qui sont venus mettre des bâtons dans les roues pour que Faisal, les Arabes montent vers Damas, les Anglais qui pensaient à leurs intérêts, les Américains qui venaient, les rues. On ne pouvait pas tout mettre dedans. Bien sûr. Je voulais juste raconter une simple histoire de ce petit bonhomme, de son point de vue. Et évidemment, c'est l'humanité qui est plus important que les vrais faits historiques, ni est plus grand que l'action. Tout à fait. Donc c'était un peu ça le processus. Et souvent, je pense que les historiens qui vont voir un spectacle doivent dire c'est génial qu'on parle de ce point, plutôt de me dire ah, c'était pas vrai ceci, c'était pas vrai cela. Mais évidemment, il faut faire des choix pour rester métaphorique plutôt que documentariste. Voilà. Et puis c'est vrai que le théâtre et le cinéma, c'est fait pour faire rêver. Oui. On avait eu envie de rêver et effectivement, mission accomplie. Moi, j'avais une petite question à vous poser. C'était par rapport au rôle de chacun, puisque chacun avait un rôle particulier, et puis les habits se déplaçaient d'une épaule à une autre, etc. Donc c'est très poétique. Pourquoi il n'y a pas eu de femme dans cette... pourquoi c'est un homme qui a joué le rôle d'une femme? Est-ce que c'était un choix ou il y avait quelque chose derrière ou c'était complètement anodin? C'est un choix artistique. Il y a des choses qu'on ressent. Il y a des femmes qui disent « Oh, on va faire une sortie avec des femmes. » Des mecs qui veulent sortir avec leur pote boire une bière. C'est des petits moments comme ça. Et des moments, il y a des matchs de foot avec des gars. Et on ne va pas mélanger les femmes avec les gars pour le même match parce qu'il y a des choses qui sont comme ça. Je fais des spectacles, il n'y a que des femmes, comme Maya Angelou, à ce moment. Maya a une voix. Oui. C'était une histoire de femmes. Tu sens qu'il faut que ce soit raconté par des femmes. Même en processus de création, même en
en représentant, ça donne son charme de ces manières-là. Par contre, dans Laurence, j'avais besoin quand même, pour mettre en relief cette histoire d'homme, la présence d'une femme. Mais quand je dis une femme, c'est une diamant. Et c'est pour ça, elle ne parle pas, elle chante. Elle est la voix, le spirituel pour moi. Si elle parlait, j'aurais détruit ça. Si c'était un homme, ça aurait été pas pareil. Donc, c'est presque quelque chose que c'est plus fort que moi. Oui. Tu sens que c'est le plus juste pour ce processus. Des gens qui sont très clairs, il faut avoir égalité, ils portent leur propre jugement et leur propre idée de censure tout de suite. Et moi, je ne me censure pas. Ma liberté, quelque part, c'est d'aller de ce que mon instinct et mon feeling me dit. Et c'est pour cela. Et mon travail, c'est de supprimer une histoire. Ni l'homme, ni femme. Une histoire. Et dans la pièce, même les rôles des femmes qui sont joués sont trop petits par rapport à toute cette histoire d'hommes qui sont dans la guerre, dans le désert. Donc, comme je dis, et la mise en scène, quelque part, j'ai pioché beaucoup plus sur mon côté féminin, plutôt côté très masculin. C'est ça qui était intéressant pour moi, venant de côté de la danse et du visuel. Donc, j'arrête de me justifier parce que je n'ai pas envie. Et c'est juste un choix artistique parce que je trouvais le plus juste. Ouais. Est-ce que c'est compliqué d'être auteur et également metteur en scène? Est-ce qu'on est plus exigeant? Non, c'est d'autres choses, c'est différent. C'est comme être papa, tu quittes la maison et soudain tu te trouves avec tes comédiens. Tu quittes la maison parce que tu vas jouer un match de foot avec des potes. C'est juste des différentes choses. L'être humain, on a cette capacité d'être multifonction, multitâche. Donc, c'est juste un état d'esprit. Et ce qui est fou, c'est que quand je mets en scène, jamais je dis c'est l'auteur qui met en scène. C'est le metteur en scène qui dit qu'est-ce qu'il veut l'auteur. C'est ça qui est fou. Et après, quand... On devient schizophrène presque. Oui, merci beaucoup, Jazia, c'est très bien. Mais c'est bien la schizophrénie quand elle est saine, quand elle est pour le théâtre et pour l'art vivant, c'est extraordinaire. Et pareil, quand je joue comme comédien, je ne crois pas vraiment que tu peux être comédien et tu peux mettre en scène. En tout cas, moi, je ne suis pas assez fort de faire un truc pareil. Quand je l'ai fait, c'est parce que j'avais l'œil extérieur qui m'a aidé et à qui je faisais confiance, ou par nécessité qu'il fallait que je remplace. Mais sur scène, je dois être joueur avec tout le monde. Comment tu peux être coach et joueur? Comment je peux entrer dans l'imaginaire avec toi en face de moi, en train de te mettre en scène? Ce n'est pas possible. Donc pour moi, il y a une petite anecdote qui était géniale pendant le Covid, pour te dire à quel point cette équipe est incroyable. En plein milieu, je pense que c'était notre première date, avant que Covid commence, un des comédiens est tombé malade de Covid. Et le spectacle était prêt pour jouer, on attendait ce moment. Oui. Et je le remplaçais au dernier moment. Mais j'étais paumé sur scène. Parce que tu vois, mettre en scène, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que tu sais. Donc, apprendre le rôle, le texte, les déplacements et tout, ce sont eux, toute l'équipe, qui s'occupaient de leurs petits frères sur scène. Non, inquiète pas, Eric, on s'occupe d'ici. Tu vois? Et quand tu trouves cette homogénéité avec un ensemble, tu ne peux pas être plus heureux. Voilà. Dites-moi alors, moi, je vous dis, peut-être que je ne suis pas bien placée, mais je vous avoue que c'est un spectacle qui m'a nourri. C'est l'un de mes plus grands coups de cœur, en tout cas, d'abord d'Avignon, du Festival d'Avignon. Est-ce que vous avez d'autres projets? Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans Laurence d'Arabie, mais est-ce que pendant que ça se joue, maintenant que les choses sont en place, est-ce que la graine commence encore à vous chatouiller l'esprit? Est-ce que vous êtes déjà sur d'autres choses? Si tu laisses ton imagination travailler, Jazia, tu me regardes bien, tu vas voir pas un seul graine qui pousse par ici. Tu as vu les 3 autres ici et les 2 autres par là? Ça fuse de partout. Ce n'est pas moi, c'est les graines qui poussent, honnêtement. Tout ce que je fais, j'essaie d'être juste ouvert et c'est... Et réceptif. Oui, est-ce que c'est une bénédiction ou c'est une, comment on dit l'opposé de bénédiction? Malédiction. Malédiction, que tu veux tout faire parce que c'est tellement beau, tellement riche. Quelqu'un me parle d'un projet, je vois des choses qui apparaissent. Et c'est en réalité, tu aiguises. J'ai eu de la chance de faire 1 mois de stage avec Ariane Mnouchkine. Elle avait dit un truc qui m'a bien marqué, elle avait raison, mais totalement.
le muscle le plus important du comédien, c'est l'imagination. C'est un muscle. J'ai jamais pensé comme ça. Elle a raison, c'est ça. Et plus tu le travailles, plus tu le nourris également, voilà. Parce qu'il faut le nourrir. Et là, tu peux faire plein de jardins. Alors, on fait quand même un petit résumé de Laurence. Enfin, petit, ça n'enlève pas de la grandeur du spectacle, mais si on devait vous demander de faire un résumé, de donner envie aux spectateurs de venir ou de revenir, parce que moi, j'aimerais bien également revenir le voir au théâtre du Gymnase, pour voir comment mon émotion réagit face à ce spectacle-là dans un autre théâtre. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs et aux spectateurs, aux téléspectateurs également? 1916. On est en pleine guerre. Le Moyen-Orient. Tout va se jouer là-dessus. Dans les tranchées, les Allemands, les Français, les Anglais stagnent. Mais dans le Moyen-Orient, il y a un train qui court, plein d'armements turcs, des Arabes qui se cachent. Et à côté d'eux, un jeune officier britannique, Thomas Edward Lawrence. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une histoire d'un jeune archéologue plongé par hasard, par le destin, comme on dit, le Mektoub, et il rencontre le prince Faisal, et à côté d'eux, il va devenir un héros, ou est-ce qu'il va devenir un traître? Et avec tous les obstacles qu'il va faire face, et son chemin, son amitié, tous ces questionnements. Et donc quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une petite résonance de ce qu'on vit aujourd'hui là-dedans? Merci Éric Bouvron. Merci beaucoup pour ce beau voyage, cette belle balade. Laurence d'Arabie, c'est jusqu'à quand au 13e art? Eh bien, dimanche, là, le 27, c'est ça. On termine au 13e art. C'était fantastique de jouer là-bas parce que c'était pas un lieu connu pour le théâtre et c'est comme un cinémascope. D'ailleurs, j'ai écrit le texte comme un film quelque part parce que j'aimais bien que les gens voyagent. Et après, on a cette chance d'être accueillis et sollicités au théâtre du Gymnase qui est en train de se faire une jolie façade avec une équipe jeune qui y croit. Et donc, yes, c'est un... Voilà, c'est jusqu'à quand vous avez des dates? Et là, normalement, jusqu'à fin avril pour l'instant. Oui. Mais le chemin dans le désert commence. Voilà. Et est-ce qu'il y a une tournée, justement? Ah oui, il y a une grosse tournée qui annonce déjà à partir de janvier. Je ne suis pas au courant de toutes les dates pour l'instant, mais je sais que ça c'est en train de se mettre en place. Tout le monde veut voir le chameau. C'est vrai que c'est sacrément bien fait. Voilà, et donc non, c'est un privilège. Comme on dit avec les artistes, toute cette équipe qu'on est, on sent ce mot magique, c'est privilège. Éric Bouvron, merci beaucoup pour ce moment. Merci. C'était un plaisir d'avoir accepté mon invitation sur Arsène Radio au Passage des Artistes. C'était pas juste une balade, c'était un très très beau voyage. En tout cas, je souhaite à votre spectacle encore un long cheminement et puis qui puisse faire plaisir à tous ces gens qui ont besoin de rêver après cette période un peu fastidieuse et puis un peu fatigante pour l'esprit et pour le physique. Ouais, écoute, venez pour le rêve. Merci beaucoup. Au Passage des Artistes. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes.